Merci en tout cas, Marc, de m'avoir invité à vous parler de ce sujet-là, sur les antalgiques opioïdes, qui est un sujet effectivement sur lequel on travaille pas mal à Clermont-Ferrand en recherche. Et puis bon, ben, en soins, peu de médecins peuvent éviter de toute façon cette classe de médicaments, les antalgiques opioïdes, puisqu'il y a environ 11 millions de Français chaque année qui bénéficient d'au moins une ordonnance d'antalgiques opioïdes. 11 millions, c'est pas négligeable. La majorité, c'est le traitement de courte durée. Puis il y en a un certain nombre, c'est plutôt des traitements effectivement à plus long terme. Alors, je vous laisserai après enfin, le diaporama, si vous voulez, il y a des diapos sur lesquels je passerai assez vite parce que je vais pas vous voir tomber d'hypoglycémie. Mais voilà un peu des différentes molécules dont on peut parler quand on parle d'antalgique opioïde. Alors, vous savez qu'il y a cette notion d'antalgique opioïde dit faible ou fort. Alors, les recommandations, qui sont des recommandations de la HAS, qui ont été publiées en mars 2022, sur lesquelles on a travaillé pendant 2 ans et demi, euh, ont enfin pu écrire quelque part. Ça n'a pas été facile à faire écrire, mais quand même qu'il fallait arrêter probablement de raisonner comme ça de manière très scindée entre les faibles d'un côté et les forts, parce qu'en fait, c'est des opioïdes. Et en fait, c'est la dose qui fait le poison, si je puis dire, et que vous mettez du tramadol à 400 mg ou de la morphine à 50 ou 60 mg, en fait, c'est à peu près la même chose. Euh, donc, les faibles, ils ont une puissance pharmacologique inférieure aux forts. Donc, c'est la puissance pharmacologique, ça, c'est un concept pharmacologique. Mais en pratique, c'est la dose que vous allez donner qui va entraîner l'effet thérapeutique d'une part et les effets indésirables d'autre part. Et ils ont tous les mêmes effets indésirables. Le tramadol en a un peu plus que les autres, parce que lui, il n'est pas que opioïde, il est aussi inhibiteur de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc, il a évidemment les effets indésirables qui se rapprochent parfois des antidépresseurs, par exemple. On en dira un mot. Voilà, donc voilà les différentes molécules. Alors, il y a certaines qui sont plus utilisées que d'autres. Hein. Le numéro un, c'est le tramadol en termes de prescription. Après, c'est la codéine, puis la poudre d'opium, on va voir quelques graphes. Et puis après, vous avez la dihydrocodéine, c'est le Nicodin, c'est le médicament du Dr House, un de vos collègues internistes. Voilà, qui en France est très peu prescrit. Il est disponible, mais c'est la seule forme de codéine, seule, sans association au paracétamol. C'est la dihydrocodéine, enfin, au final, ça fera de la codéine, puis de la morphine, parce que la codéine, ça se transforme en morphine. Mais c'est la seule forme disponible, puisque la codéine, toutes les autres spécialités de codéine sont associées à l'ultramadol. Il y en avait avant seules, mais elles étaient destinées à l'enfant, et vous savez que maintenant, elles sont contre-indiquées chez l'enfant, donc il n'y a plus que des associations codéine paracétamol. Le tramadol, il est soit seul, soit associé au paracétamol. Morphine, oxycodone, fentanyl, qui étaient ce qu'on appelle les forts, c'est les plus puissants, le fentanyl étant 100 fois plus puissant que la morphine. Hydromorphone, assez peu utilisé en France, généralement c'est après l'échec des trois précédents dans le cancer. Méthadone, uniquement dans le cancer, dans la douleur liée au cancer, là aussi en cas d'échec avec la morphine ou l'oxycodone ou le fentanyl. Et puis la buprénorphine, assez peu utilisée en France dans la douleur, plutôt utilisée comme la méthadone d'ailleurs dans les traitements de substitution aux opioïdes, donc chez les patients qui deviennent dépendants aux opioïdes, que ce soit l'héroïne, on en parlera pas aujourd'hui, mais aussi une dépendance aux antalgiques opioïdes, puisque leur indication, leur AMM, c'est traitement de la pharmacodépendance aux opioïdes, quel que soit l'opioïde, c'est-à-dire des substances qui vont agir sur les récepteurs aux opioïdes. La buprenorphine, normalement, elle est, en douleur, elle est plutôt dans les douleurs aiguës, douleurs post-opératoires. Ce n'est pas forcément un mauvais traitement. En tout cas, il a l'avantage d'être assez bien toléré, avec beaucoup moins de risques de surdosage, parce que c'est un agoniste partiel et pas un agoniste complet. Donc, forcément, on plafonne, certes dans les effets thérapeutiques, mais on plafonne aussi dans les risques, comme tous les agonistes partiels. Juste pour vous donner quelques données de consommation, je vous ai donné un chiffre tout à l'heure à 11 millions, mais pour vous montrer un peu avec des graphes comment ont évolué les consommations, en tout cas les prescriptions et les remboursements d'opioïdes en France. On a fait un article qui a été publié en 2019. Les données sont en train d'être actualisées, mais vous voyez, d'une année sur l'autre, ça ne change pas beaucoup. Là, vous avez l'évolution. Alors, c'est mis sur un vol un peu infographie, mais l'évolution, effectivement, des remboursements d'opioïdes en France entre 2004 et 2018. Ça, c'est réalisé à partir des bases du Système national des données de santé, le SNDS, donc toute la consommation de soins que collecte l'assurance maladie, auquel on a accès maintenant et auquel on fait des études. Je pense qu'en médecine interne, il y a probablement des personnes qui font des travaux aussi là-dessus. C'est assez intéressant et assez complémentaire des études cliniques classiques ou observationnelles.
Donc, vous voyez l'évolution des opioïdes, alors dits faibles. Alors, en 2019, on n'avait pas encore été assez audacieux, on avait différencié les substances. Donc, les faibles, ils sont en haut, c'est la majorité de la consommation et de la prescription. Ils sont superposés quasiment au total des opioïdes, parce qu'ils représentent vraiment la très grande majorité. Et en fait, on a baissé en France. Entre 2004 et 2018, on a légèrement baissé, vous voyez, de 18,9% en faible à 17% des Français qui ont eu au moins une ordonnance remboursée d'opioïdes faibles. Codéine, tramadol, pour l'opium. L'hydrocodone, ça compte quasiment pas. On a baissé parce qu'il y a eu le retrait du dextropropoxyphène, le fameux diantalvic, que certains d'entre vous connaissent, peut-être certains ne connaissent pas, parce qu'à force, certains ne le connaîtront pas. C'est le dextropropoxyphène qui a été retiré du marché et qui pourtant à une époque représentait 14% des Français qui en consommaient. 14%, c'est énorme pour une seule substance. Alors, ce n'est pas le paracétamol, on est à 90%. Mais le dextropropoxyphène, c'était énorme. Il a été retiré du marché en 2011. Probablement, il était surprescrit, probablement. Heureusement, il était très bien toléré, parce que sinon, on aurait eu. Mais il a été retiré suite à des cas de surdose et dans des contextes suicidaires dans des pays d'Europe du Nord, notamment au Royaume-Uni. Et en fait, ça a été un retrait du marché européen, donc ça s'est imposé à tous les pays d'Europe, alors que la France s'y opposait. Parce qu'elle craignait qu'il y ait un report sur d'autres antalgiques-opioïdes qui étaient moins bien tolérés. Parce qu'on peut être dit faible, comme le tramadol, mais être moins bien toléré qu'un autre opioïde dit faible, qui serait le dextropropoxyphène. Et c'est ce qui s'est passé, vous allez voir. Les forts, les fameux forts, ils sont en bas, vous voyez, c'est 0,5 à 1,1% des Français qui auraient au moins une ordonnance remboursée. Donc ça a doublé, enfin, ça a doublé, mais pas beaucoup. Hein, voilà, donc il faut utiliser, mais vous voyez où ils se trouvent. Et si on les différencie un peu, là, j'en ai un peu parlé, vous avez cette courbe, l'arrêt du dextropropoxyphène, qui a été un peu anticipé, parce qu'il a été annoncé 2-3 ans avant, donc les médecins en prescrivaient de moins en moins. Et puis en 2011, il s'est arrêté, donc on n'en a plus en 2012. Et vous voyez à la place augmenter le tramadol, la codéine et la poudre d'opium, avec la poudre d'opium aussi dont l'augmentation s'explique parce qu'il y a une nouvelle spécialité pharmaceutique qui a été proposée, qui est une révolution dans le domaine de la douleur, puisqu'on a supprimé la caféine. Donc on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Donc c'était la lamaline, ça s'appelait avant. Ça s'appelle toujours la lamaline. Ils devaient la supprimer, ils ne l'ont pas supprimée. Et ils ont fait un nouveau médicament qui s'appelle l'Isalgie. Donc c'est de la lamaline, mais sans caféine, avec 2,5 fois plus de poudre d'opium et du paracétamol. Voilà. C'était présenté comme une innovation. Je ne sais pas pourquoi ils ont innové sur la couleur de la boîte. Bon, c'est de la poudre d'opium et du paracétamol. En fait, voilà. Plutôt positionné dans la douleur aiguë, ostéo-articulaire d'ailleurs, en général. Mais enfin bon, une fois que vous avez une douleur ostéo-articulaire, aiguë, qui se chronicise, enfin bref, on sait bien que ces traitements-là, ils finissent par rester un peu. Les opioïdes forts dont je vous parlais, les voici. La morphine, au-dessus, les fentanyl en deuxième, et puis l'oxycodone qui augmente parce qu'elle est arrivée sur ce marché un petit peu après. C'est pas mal d'oxycodone qui est à l'origine, vous savez, de la crise, en grande partie de la crise des opioïdes aux États-Unis, en Amérique du Nord en tout cas, pas uniquement, en Australie, au Royaume-Uni aussi. Et on la voit augmenter, hein, progressivement, et vous verrez que 1470%, ça paraît énorme, mais encore une fois plus, on partait de pas grand-chose. C'est en train de se. On a regardé récemment, mais bon, on n'a pas les graphes, mais c'est en train quasiment de se réunir avec la morphine et l'oxycodone, c'est en train quasiment de se retrouver. La morphine est légèrement au-dessus, encore. Ça va se stabiliser. Et c'est en partie lié, cette prescription en fait, d'oxycodone, cette augmentation des opioïdes forts, de 0,5 à 1,1% des Français, c'est en partie lié à cette augmentation d'oxycodone. La morphine, vous avez vu, elle était plutôt stable. Le fentanyl, mais cette année, c'est assez peu de personnes. Et on voyait en vert, en fait, l'augmentation de l'oxycodone, et particulièrement dans la douleur chronique non liée au cancer. Ça, c'est dans la douleur chronique non liée au cancer. Vous voyez évoluer la morphine en bleu, les fentanyls en rouge et l'oxycodone en vert. Donc, c'est relatif. Hein. C'est pas en valeur absolue, parce que, évidemment, il y a beaucoup moins de fentanyl, heureusement. Et vous voyez l'oxycodone, l'oxycodone de la douleur chronique non liée au cancer. Donc, opioïdes forts, non liés au cancer, vous allez voir que normalement, dans la recommandation, ça ne devrait pas être tant utilisé que ça. Sauf que la HAS a reconnu qu'on pouvait prescrire, vous verrez, dans les douleurs neuropathiques, dans certaines gonarthroses, coxarthroses
et certaines lombalgies réfractaires de l'oxycodone. Et donc, ça s'est transformé en indication. Voilà, il y a quelques années. Et évidemment, le laboratoire, il avait un support tout simple, AHS, qui permettait de dire on peut le prescrire. En plus, bon, il disait que l'oxycodone, c'était mieux toléré que la morphine. C'est faux. Il y avait moins de risques, c'est faux. Enfin bref, il y avait, par rapport à l'insuffisance rénale, c'était mieux. Enfin bref, bon, on s'est rendu compte, évidemment, qu'il n'y a pas de différence. On jouera au jeu à la fin si on attendait une ou deux erreurs, vous verrez, entre les deux formules chimiques. Vous verrez que, bon, c'est pas des jumeaux, mais presque. L'instant, dans l'étude, on a regardé un petit peu qu'est-ce qui favorisait le risque de comportement de shopping. Les patients qui développent des abus, on peut les repérer sur des bases de données comme ça de l'assurance maladie parce qu'ils vont avoir plusieurs médecins, plusieurs pharmaciens. Dans les algorithmes comme ça qu'on peut appliquer, quand vous allez voir trois pharmaciens, deux médecins sur une même période, vous allez dire vraiment ce qui chevauche comme ça. On vient de calculer, c'est une estimation hein, des patients. Et en fait, on a regardé qu'est-ce qui permettait, quels sont les facteurs associés à ce comportement de shopping. Et on voyait que c'est plutôt les sujets jeunes, plutôt masculins, mais ce n'est pas très marqué, en tout cas plutôt précaires. Le cancer rentrait dans ces conditions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier le cancer. Ce n'est pas parce qu'on est dans la douleur liée au cancer qu'on ne peut pas avoir des problématiques d'usage problématique. Les troubles mentaux, on sait que c'est un facteur de vulnérabilité qui est bien connu. Un antécédent, évidemment, de troubles de l'usage d'opioïdes, notamment avec les soi-disant faibles. Et puis, un antécédent aussi d'usage de benzodiazépines au long cours. Enfin, une autre étude qu'on a réalisée, assez récemment, qu'on a publiée récemment avec nos collègues de soins palliatifs, c'est sur les fentanyls à action rapide. Parce qu'on s'est rendu compte que le fentanyl à action rapide, il n'y a peut-être pas tant de Français que ça qui en ont, mais quand même, il y en a, vous voyez, on en a trouvé 3200. Enfin, non, 23 200, c'est fou, c'est 23 209, 23 209 dans la base d'assurance maladie. Mais le problème, c'est que ou équivalent d'une prescription de fentanyl à action rapide est hors AMN, c'est-à-dire hors cancer ou sans traitement de fond avec un autre opioïde. Parce que normalement, le fentanyl à action rapide, les comprimés transmuqueux, les sprays dans le nez, les sucettes dactiques, etc., c'est uniquement pour traiter les accès douloureux paroxystiques dans la douleur du cancer, après avoir mis un traitement de fond du cancer, par de la morphine, par de l'oxycodone, à libération prolongée, ou un patch de fentanyl. 51% des prescriptions en France sont hors AMM. Je ne dis pas que c'est grave, je dis juste un fait. Et après, il faut aller regarder ce qui se passe. Donc, on est en train d'explorer cette problématique-là sur le terrain maintenant, auprès des médecins généralistes, etc. On est en train de se rendre compte que la première raison pour laquelle c'est prescrit, en fait, c'est pour les soins douloureux, la douleur liée aux soins. Les pansements sur les escarres, les ulcères artériels, etc. Enfin, voilà, tout ce qui est douloureux. Pourquoi? Parce que c'est pratique. C'est pratique parce que vous donnez un spray dans le nez ou une sucette dactique et ça marche en 10 à 15 minutes. Donc, c'est très pratique pour l'infirmière qui fait les soins. Contrairement à l'actiskénon qui, lui, marche en 45 minutes. Donc, vous pouvez très bien, quasiment, si le patient n'a pas pris le traitement, vous pouvez quasiment lui donner, préparer votre set de pansements, etc. Et hop, commencer les soins. Donc, c'est pratique. Est-ce que c'est éthique? Je ne sais pas, mais c'est pratique. Les médecins nous disaient c'est éthique, il faut soulager. Moi, je trouve que c'était aussi très pratique. Ce n'est pas tout à fait pareil, le pratique et l'éthique, mais alors, les bons usages, ces recommandations, alors elles font 400 pages, hein, pour vous dire. C'est un document très épais, l'argumentaire, parce qu'on a pris très très large, en fait. On s'est occupé de la douleur aiguë, de la douleur chronique liée toute douleur aiguë, hein, douleur chronique liée au cancer, douleur chronique non liée au cancer et troubles de l'usage des opioïdes. Donc, c'est bon usage des médicaments opioïdes, pas que des antalgiques, y compris de bétadone, buprenorphine à visée de substitution. C'est très épais, donc il ne faut pas. Alors, du coup, on a fait, il y a une version plus courte de synthèse qui fait, je crois, 80 ou 90 pages. Voilà, peut-être 400 pages. Et il y a surtout des fiches avec des arbres décisionnels. Je vais vous présenter quelques-uns qui sont très pratiques. Si vous cherchez un truc, vous le trouverez très rapidement sur le site de la HAS. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Tous ces sites, souvent, parfois, on a l'impression que c'est très dense. Vous tapez HAS opioïdes, vous tombez sur la page et ça vous donnera des fiches très précises sur comment prescrire dans la douleur aiguë, comment prescrire dans la douleur chronique, cancer, sans cancer, et comment gérer les traitements de substitution en quasiment 4 pages. En 4 pages. Avec un arbre. C'est pas mal pour, vous verrez si vous en avez besoin, sans avoir besoin de lire les 400 pages. On est très bien, on est conscient toujours quand on fait les recommandations qu'il n'y a pas grand monde qui va les lire. Donc on essaie de trouver des moyens.
Et la HAS le sait aussi, donc elle essaie de trouver des moyens de faciliter un peu les choses. Alors, je vous ai extrait quelques phrases comme ça, de ces recommandations qui me semblent être les phrases les plus importantes. Voilà, sur les 400 pages qui peuvent exister. Voilà. Alors, des phrases un peu générales. Sur quelle que soit la puissance pharmacologique, je vous en parlais tout à l'heure, des antalgiques-opioïdes, la balance bénéfice est d'abord corrélée à la dose utilisée. Et les risques, notamment celui de développer un trouble de l'usage de surdose, sont communs à tous ces médicaments opioïdes. Ils n'ont pas voulu dire qu'il fallait supprimer opioïdes faibles et forts. Ils n'ont pas voulu nous le faire écrire. Ils trouvaient que c'est un changement trop radical. Donc, on a réussi à faire accepter cette phrase par la HAS. Ce qui est la même chose. La HAS. Pardon, le collège, oui, le collège de la HAS, bien sûr. Oui, oui, à la relecture, voilà, bien sûr. Après, les noms, il faut faire de la liste, hein, je ne sais pas qui est. Voilà, c'est le collège. Après, bon. Mais ça peut s'entendre, hein, le changement brutal, pas de, moi, ça, voilà. Mais du coup, on a trouvé un moyen peut-être plus, voilà, de redire la même chose pour commencer à faire passer ce message-là quand même. Donc, un risque fort peut exister avec un opioïde faible, bien sûr. Moi, j'ai des patients, je vois des patients avec des 2000, 2500 mg de tramadol par jour. Voilà. Alors, pas du jour au lendemain, évidemment, mais avec des belles dépendances. Une grande partie de ma consultation, c'est ça. C'est d'arrêter les traitements opioïdes. Et donc, on voit des choses assez impressionnantes. Patients qui, généralement, ont basculé avec une vulnérabilité psychique, souvent des troubles anxieux parmi les plus. Donc, différencier ce qui est de l'ordre de la puissance pharmacologique et de l'ordre de la balance bénéfice-risque, ce n'est pas la même chose. Dans les douleurs aiguës et sévères, voilà, avec un score à l'échelle numérique de supérieur à 6 ou égal à 6 sur 10, eh bien, ils sont recommandés en première intention, les médicaments antalgiques-opioïdes, pour le traitement de la plupart des douleurs aiguës. Il faut savoir les prescrire ou ne pas les prescrire, ça dépendra des douleurs. On va voir juste après. Il faut savoir le prescrire parce que l'idée de ce message, de cette recommandation, ce n'est pas de dire de moins prescrire. L'idée, c'est de mieux prescrire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il ne faut pas restreindre l'accès aux antalgiques-opioïdes qui sont des bons médicaments. Mais la question, c'est de mieux le prescrire. Donc, et notamment dans la durée des prescriptions. Parce que le risque de la dépendance est souvent lié à la durée de la prescription. Et par exemple, dans les douleurs aiguës, il y a la crise migraineuse. Je ne parle pas du traitement de fond, mais la crise migraineuse. Et en France, parmi les gens qui consomment de la codéine, 40% d'entre eux en consomment pour les migraines et des céphalées. On a fait, je l'ai pas présenté, on a fait une enquête avec OpinionWay, en fait. On a demandé à un institut de sondage de sonder. Ils ont sondé de mémoire, je crois que c'était 3000 patients. Voilà, et pas patients, forcément patients, vous savez, les traitements, on a sélectionné sur tramadol et codéine. Et la codéine est vraiment sortie ça sur la codéine. Le tramadol, c'est autre chose. La codéine, c'est une convention très importante pour les céphalées et notamment les migraines. Donc, ils disent, les gens, parce qu'il y a la Sécu, où vous avez des remboursements, on ne sait pas ce qu'ils en font, les gens. Donc, c'est intéressant de leur demander ce qu'ils en font vraiment, une fois qu'ils l'ont, la boîte. Et eux, ils vous disent, moi, je traite mes céphalées et les migraines. 40%. Et normalement, pas d'opioïdes dans la migraine, ni en fond, ni en crise. Donc, vous voyez, on a déjà un problème. Voilà. Alors, dans les douleurs aiguës aussi, normalement, ils ne sont pas recommandés, si on se base sur la science hein, et sur les données scientifiques. Ils ne sont pas recommandés, c'est des antalgiques opioïdes, qu'ils soient faibles ou forts, enfin, je ne sais plus de différence hein, depuis tout à l'heure, dans les douleurs dentaires, dans les lombalgies aiguës, dans les traumatismes simples du rachis, ou les traumatismes distaux des membres, les entorses, etc. Voilà. Et colite néphrétique, ce n'est pas vraiment un traitement de première intention. En tout cas, en première intention, ils ne sont pas recommandés. Voilà. Donc, c'est là, c'est savoir ne pas prescrire. Ou en tout cas, savoir ne pas prescrire tout de suite et prescrire quelque chose avant. Ça, c'est important. Parce que si vous prescrivez parfois en première intention, je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça marche parfois. Hein. Mais le problème, c'est que d'abord, vous allez griller une cartouche alors que vous pouvez avoir peut-être un médicament de première intention qui aurait pu être assez efficace, comme les anti-inflammatoires pour les colites néphrétiques, par exemple. Et puis parce que dans certains. C'est aussi comme ça, c'est par exemple avec ces différentes indications que vous avez là sous les yeux que s'est construite la crise des opioïdes aux États-Unis. C'est pas forcément dans la douleur chronique, c'est pas uniquement dans la douleur chronique, c'est-à-dire que vous aviez une entorse, vous avez dit, c'est un médecin, vous prescrivez l'oxycodone pour les entorses. Alors, pas tous les médecins, évidemment, pas dans n'importe quelle ville, ça avait été choisi, c'est une crise qui a été non pas organisée en tant que crise, mais c'est un marché qui a été bien organisé, bien ciblé, avec certains Américains qui n'étaient pas du tout des consommateurs d'héroïne et qui sont devenus des accros aux opioïdes, et ensuite des consommateurs d'héroïne et de fentanyl illicite, etc. Une fois qu'on leur a coupé le robinet, évidemment, des médicaments.
Ils sont indiqués, alors pour les médicaments antalgiques-opioïdes, on rappelle qu'ils sont indiqués dans la douleur du cancer, parce que probablement dans le cancer, on les prescrit, mais peut-être même pas assez. Il y a encore peut-être parfois trop de prudence dans la douleur du cancer. Donc, ils sont encore indiqués. Mais attention, parce que dans la douleur du cancer, la douleur est souvent mixte. Elle n'est pas toujours par excès de nociception. Elle est souvent aussi neuropathique. Soit du fait d'un envahissement, de compression nerveuse, etc. Soit du fait d'une neurotoxicité de certains anticancéreux, celle de platine, taxane, que de perventin, christine, vablastine, etc. Mais d'autres. Et donc, bon, soit la douleur neuropathique, quand même, attention, si cette douleur est mixte, si elle est surtout neuropathique, les opioïdes ne fonctionnent pas très bien. Celui qui a montré le meilleur niveau de preuve, c'est le tramadol, et il est en deuxième ligne après les antidépresseurs et les antiépileptiques. Donc, il faut regarder cette douleur si elle n'a pas une dimension neuropathique. Pour ça, il y a une échelle qui est assez intéressante, qui n'est pas une échelle de diagnostic vraiment, mais de dépistage, de repérage, qui s'appelle l'échelle DN4. Et elle est intéressante pour repérer les principaux signes de la douleur neuropathique, les paresthésies, dysesthésie, perte de sensibilité, poignard de charge électrique, etc. C'est assez simple à faire passer par un patient. Ça permet au moins de repérer si on est, voilà, si on est sur le... Parce que ça peut vous aider à choisir les traitements. Dans certaines douleurs chroniques, je vous en parlais tout à l'heure, c'est HAS qui a finalement autorisé ça, parce que quand vous prenez les AMM, les indications de ces médicaments, c'est pas marqué. Hein. C'est toujours traitement de la douleur. Modéré à sévère. Voilà. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Mais la réalité, c'est que ça ne soit pas toutes les douleurs. Et la HAS a autorisé, normalement, après échec de toutes les autres possibilités. Normalement, après échec. À condition que les patients aient accès à toutes les autres possibilités. Et quand on est à l'hôpital, on donne accès à des choses, mais quand on est en ville, quand mes collègues médecins généralistes n'ont pas forcément accès à tout ça. C'est pas toujours très simple de faire une approche biopsychosociale de la douleur, d'aller voir un psychologue s'il en a besoin, d'avoir accès à de l'hypnose, bon, je sais pas, enfin d'autres stratégies. Ou là, il faut payer. Donc, vous n'avez pas les moyens. Donc, rapidement, vous imaginez bien que cette phrase, elle est oui, très bien. Moi, il n'a pas accès à autre chose. Donc, rapidement, on peut arriver à l'oxycodone sur ces des lombalgies, des douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, c'est 6-7% des Français quand même. Et dans 2 tiers des cas, elles sont mal soulagées ou pas soulagées. Donc, dernière attention, les risques de dépendance, c'est un traitement chronique. Or, on est en train de traiter des douleurs chroniques, là. Donc, forcément, ça risque de devenir un traitement chronique, en tout cas s'il est efficace. Donc, le risque de dépendance, plus ça va dans le temps avec les opioïdes, plus le rapport bénéfice-risque risque de s'inverser. Le bénéfice que vous avez au début, réel, en partie parce qu'il a un effet antinociceptif et en partie parce qu'il a un effet sur la composante affectivo-émotionnelle. Et quand certains d'entre vous ont déjà pris du tramadol, de la choline ou de la morphine, ça apaise le corps, mais ça apaise, en tout cas, ça a un effet sur la tête quand même. C'est-à-dire ça a un effet relaxant, apaisant, endormant. Enfin, bon, on le sait, enfin, les patients, pour vous le décrire, puis ceux qui l'ont déjà pris le savent. Et donc, ça passe par tout ça, cet effet-là. Et puis, avec le temps, on voit arriver des bénéfices qui parfois s'estompent, c'est possible, ou alors les risques qui augmentent avec plus de dépendance, syndrome de sevrage qui commence à apparaître entre les prises. On en dira un mot juste après. Attention à ça. Il y a une notion de 3 à 6 mois qui n'est pas inintéressante, qui est reprise dans la reco. Il faut savoir prescrire si c'est inefficace dans les 3 à 6 mois après le début du traitement. C'est-à-dire que là, il y a un vrai enjeu après 3 à 6 mois de traitement sur une douleur chronique. Si on estime que le bénéfice n'est pas à la hauteur des risques actuels ou à venir, on est censé déprescrire. C'est pas simple, hein, c'est facile à écrire dans une reco. C'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Parce qu'il ne fait jamais plus rien, un médicament. C'est rare, c'est rien. Il fait toujours un petit peu, quoi. Et il faut anticiper le risque à venir. Dans la majorité des cas, l'association de médicaments antalgiques opioïdes différents, donc des substances différentes, n'est pas recommandée, sauf quand vous allez associer des fentanyls à action rapide, par exemple, par-dessus de l'oxycodone à libération prolongée dans le cancer, ou par-dessus de la morphine à libération prolongée, le Skenan, ou par-dessus des patchs de fentanyl, c'est la même. Voilà. Donc, mais normalement, on ne prescrit jamais 2 substances opioïdes différentes en même temps. Ça existe. On voit l'oxycodone avec, on voit de l'oxycodone avec du tramadol, on voit des choses comme ça. Et bon, il n'y a pas de logique à faire ça. Il n'y a aucune logique à faire ça. C'est comme quand vous prescrivez 2 benzos en même temps. Ça n'a pas de sens. Pardon? Je me dis au psychiatre. Je me le dis à moi-même et je me dis au psychiatre. Oui, bien sûr. Je sais bien. Bien sûr, bien sûr. On le dit, il faut le répéter. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit. Il n'est pas recommandé de prescrire des médicaments antalgiques opioïdes pour le traitement de la douleur aiguë non sévère en première intention. Donc ça, on le disait. Voilà, on l'a un petit peu évoqué. En tout cas, il faut travailler à dose efficace la plus faible, c'est une évidence.
travailler avec de la libération immédiate uniquement au début. Sur une douleur aiguë, on ne met pas de libération prolongée. Hein, après, si on voit que les choses ont du mal et vont durer quelques semaines, c'est possible, ça arrive. Pour une douleur post-op, par exemple, ça peut durer quelques semaines. Et donc, dans ce cas-là, on peut basculer sur des formes de libération prolongée. Mais si c'est pour quelques jours, on reste sur les libérations immédiates. Ça permet de sauter une prise plus facilement, enfin voilà, et de commencer à diminuer plus facilement. Et puis, la durée la plus courte, maximum 14 jours, en tout cas en sortie, en ordonnance de sortie d'hospice, hein, généralement, ce qui a été dit, c'est 7 à 14 jours. Et en tout cas, il faut une réévaluation très rapide. Pas de sortie de l'hôpital avec un traitement qui aurait été instauré à l'hôpital, par exemple pour une douleur, et une ordonnance de 28 jours, sauf si on a vraiment un diagnostic de douleur chronique, mais sur une douleur aiguë qui est censée disparaître parce qu'on a traité l'étiologie ou une douleur post-op, il faut favoriser la réévaluation du traitement rapidement par le médecin traitant. Et donc, il ne faut pas que l'ordonnance soit trop longue. D'accord? Donc ça, c'est ce que je viens de dire. À la sortie des urgences, on a même précisé 2-3 jours. À la sortie des urgences, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes douleurs, normalement. Donc, si on ressort des urgences, on ne va pas sortir avec un traitement de 14 ou 28 jours de tramadol. Et puis, réévaluation, donc le médecin traitant dans un délai maximum de 7 jours. Douleur périopératoire, bon, l'analgésie multimodale, ça, c'est une évidence, mais pour tout ce qui est périopératoire et douleur chronique, bien entendu, ça, je vais passer parce que je l'ai dit. Et là, je vous montre un exemple de fiche, je vous montre 2-3, c'est pas très facile à lire peut-être pour vous. Mais sachez que ces fiches-là, on peut les télécharger, hein, c'est un PDF sur le site de la HS, facile à trouver, sur la page des recommandations des opioïdes. Et elles permettent de faire un peu la synthèse de ce que je viens de vous dire. En tout cas, voilà, quand j'ai une douleur aiguë, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, en 30 secondes, vous avez l'arbre décisionnel. Je ne vais pas vous le lire, hein, c'est pas la peine, voilà, je ne vais pas vous le lire, mais c'est des choses qui sont assez évidentes. Vous voyez que pour les douleurs aiguës, là, céphalées migraines, d'emblée, on les a mis à part, pour bien les pointer en disant pas d'opioïdes pour les céphalées migraines, mais on n'y est pas encore. Beaucoup de patients pour les migraineux se traitaient en automédication avec la codéine quand elle était disponible en pharmacie sans ordonnance, ce qui n'est plus le cas depuis 2017. Et puis ensuite, vous avez en fonction euh, de différents types de douleurs, on va vous demander de réévaluer plus rapidement et puis de basculer sur des formes de libération prolongée si ça doit durer quelques semaines ou sinon d'arrêter le traitement. Dans les douleurs chroniques liées au cancer, je passerai assez rapidement, parce que là, je ne sais pas là où ça pose le plus de problèmes, mais il y en a quand même de temps en temps. On rappelle que c'est bien indiqué, il faut traiter ces douleurs, les douleurs modérées à sévères, que ça marche très bien sur les douleurs par excitation, la morphine marche très bien, donc oui, sur les cancers avec métastases osseuses, par exemple, etc. Mais attention à la composante neuropathique, parce que si elle est importante, il faudra probablement prescrire gabapentin en première intention, voire un antidépresseur tricyclique, par exemple, et pas le tramadol. Ça, je vous montre pourquoi il faut quand même s'en soucier dans la douleur du cancer. Ce n'est pas parce qu'ils ont un cancer qu'ils sont moins, forcément, ils n'ont pas de risque de développer une dépendance. On a fait une étude, là aussi, sur les bases de données de la sécurité sociale, pardon, une étude, une méta-analyse sur la littérature qui existait dans le domaine des usages problématiques dans le domaine du cancer, et on s'est rendu compte qu'il y avait une prévalence de 8% des troubles de l'usage d'opioïdes. Ça, c'est la revue de littérature. 8% des patients qui avaient des troubles de l'usage des opioïdes alors qu'ils étaient atteints d'un cancer. Donc ça existe aussi en cancer. C'est bien plus important dans la douleur non liée au cancer. Je vous montrerai une autre étude qu'on a réalisée. Ça, c'est l'arbre décisionnel dans le cancer. Bon, voilà, ça reprend un peu la même chose. Ce qui est dans la douleur chronique, ce qui est rajouté, c'est la notion de risque de trouble de l'usage. C'est qu'on veut, comme on a une douleur chronique, le traitement il risque d'être chronique, probablement, s'il fonctionne. Et donc, on veut repérer deux choses. Est-ce qu'il y a un risque de trouble de l'usage chez ce patient, de développer une dépendance, voire une préaddiction, c'est une perte de contrôle sur le traitement? Et est-ce qu'aussi ce patient a une vulnérabilité psychique et qui ne serait pas prise en charge? Parce que les opioïdes, il semblerait que les opioïdes soient aussi un facteur de risque de passage à l'acte suicidaire. Donc attention, c'est pas probablement pas dans la même proportion que la corticothérapie, mais ça existe. Ça a été publié par une équipe de collègues à Montpellier. Donc il faut s'en méfier. Donc en fonction, alors là, la douleur chronique, donc la douleur chronique, elle n'apparaît pas d'aujourd'hui pour le lendemain, enfin, c'est assez rare. Souvent, c'est une mise en place progressive. Elle n'est pas sévère d'emblée. Normalement, elle n'est pas sévère d'emblée. Il faut adapter au patient. Et donc, on a le temps peut-être parfois de demander un avis. On préconise de demander un avis, soit un addictologue, soit un psychiatre, en tout cas et surtout si le patient n'est pas traité. Parce que sinon, on va avoir à gérer 3 diagnostics en même temps, addiction, troubles psychiques, déjà les doubles diagnostics assez fréquents, plus une douleur chronique, triple diagnostic. Si aucun des 3 n'est stabilisé, c'est très complexe.
Donc, il y a ces avis qui sont proposés quand même avant de se lancer, mais c'est pas parce que vous avez un trouble psychique ou que vous avez une addiction, ou qu'une addiction à l'héroïne, qu'il ne faut pas vous traiter votre douleur. C'est pas ce qu'on dit. On dit juste qu'il est préférable de stabiliser les autres troubles avant, ou au moins de les traiter s'ils ne le sont pas, ou mettre en place un traitement, parce que sinon, ça va être assez compliqué. Et quand on a un héroïnomane qui a besoin de morphine, on lui donne de la morphine. On lui donne de la morphine. D'ailleurs, il consomme moins d'héroïne quand on lui donne de la morphine. À un moment donné, le cerveau, quand il est rassasié, il est rassasié. Voilà. Ça fait une sorte de substitution et ça traite aussi sa douleur, que ce soit en aigu, et puis en chronique, s'il y en a besoin aussi, on les traite avec les médicaments de substitution, plus ou moins, de la morphine par-dessus, notamment avec la méthadone, euh, si besoin. On sait quand même que les patients qui souffrent d'un trouble psychique, en général, avec ou sans addiction, ont beaucoup moins de chances d'avoir un traitement de la douleur par un opioïde. Ça a été étudié aux États-Unis. En fait, ils ont étudié ça avec les services d'urgence. Quand vous arrivez aux urgences pour une douleur aiguë plutôt, eh bien, si vous avez un trouble psychique, si vous avez une addiction, on vous donnera probablement moins souvent un traitement de votre douleur adapté, et notamment un traitement opioïde. Certains disent que P, ça correspond, ils appellent ça the missing pain in psychiatry, en fait, parce que effectivement, ces patients-là sont maltraités, sous-traités en termes de douleur. Il y a une appréhension, en disant qu'est-ce qu'ils vont en faire, et ils viennent chercher un truc pour se défoncer, pour certains, etc. Voilà. Entre nous, pour chercher un truc pour se défoncer, c'est pas la peine d'aller aux urgences. Je sais pas, vous savez, comme vous. Vraiment, il y a des moyens plus rapides d'avoir quelque chose et plus sûr. Ou alors, je sais mal connaître ce que c'est que l'addiction aux opioïdes. Dans la douleur chronique non liée au cancer et aux opioïdes, ils doivent être envisagés lorsque l'ensemble des autres propositions thérapeutiques et médicamenteuses ou non, et très souvent dans la douleur chronique non liée au cancer, les médicaments sont très partiellement efficaces, et là, il faut déployer d'autres prises en charge non médicamenteuses. Ça peut être de la neurostimulation, par exemple. Ça peut être des prises en charge de psychothérapie. Il faut faire une prise en charge sociale, parfois. Enfin, bref, c'est une prise en charge globale, assez holistique du patient. Et c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place quand on est médecin en ville. C'est plus facile à l'hôpital, et encore, quand on est au centre de la douleur. Et qu'on est armé avec tout, le kiné, la psychologue, l'assistante sociale, etc. Donc, voilà. Donc, du coup, ça comprenez pourquoi rapidement, c'est le médicament qui arrive, quoi. Ça, c'est bien beau, tout ça, mais rapidement, le plus simple, c'est de mettre de l'oxygène. Voilà. Et c'est comme ça que le médicament qui est plus simple à prendre pour le patient, ça va très bien, hein, prendre un médicament. En plus, ça marche au début, souvent. Euh, et c'est comme ça qu'après, on a du mal à les arrêter. Et je vous montre une étude qu'on a réalisée dans les centres de la douleur. On a fait ça, je ne sais plus combien il y avait de centres, j'ai oublié, 20 ou 30, je ne sais plus. On a interrogé 951 patients dans plus de 20 centres de la douleur en France, à partir d'une échelle qu'on avait validée. On avait validé via une validation transculturelle à partir d'une version américaine. Et on a voulu regarder quelle était la prévalence du mésusage des antalgiques opioïdes chez ces patients-là. C'est une population particulière, ce n'est pas la médecine en soins primaires, hein, c'est quand même les patients les plus complexes, les plus réfractaires, suivis en centre de la douleur. C'est 3% des douleurs chroniques. Et on a fait passer une échelle qui s'appelle la POMI 5F, je vous la montre là après. Alors, ça nous cache un truc, là. Bon, non plus, il y a un chiffre qui est caché. Ah ben, je l'ai, moi. Non, je ne l'ai pas. En haut, vous avez les chiffres. Sur ces 951 patients, vous voyez, il y en a 6,9% qui avaient du craving, 6,9% qui avaient donc un signe pathognomonique de l'addiction, c'est-à-dire les envies irrépressibles de consommer. Ce que tous les fumeurs connaissent, pour prendre l'exemple le plus fréquent. C'est-à-dire, il n'y a pas la... Ah oui, bon, simplement. Merci. Je peux vous étouffer. 6, donc quasiment 7% qui avaient une addiction. Ce qui recoupe assez bien les chiffres de la littérature qui sont entre 8 et 10. Overuse, c'est ceux qui utilisent plus qu'ils ne devraient utiliser, donc ils en prennent plus que l'ordonnance. 42%. Alors, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles parce que la douleur est mal stabilisée, ils surconsomment parce qu'ils ont trop mal, etc. Ou ils ont une addiction, une dépendance physique ou psychologique. Utilisation a des effets à visée non antalgique. 31%. L'utiliser pour des sommeil, s'endormir. Moi, c'est le patient qui me dit, bah, je prends la codéine le soir, je prends un ou deux. Vous avez plus mal le soir? Ah non, non, mais ça me fait dormir. Moi, c'est plus bon pour dormir, la codéine. Voilà. Parce que ça a un effet chez lui, ça a un effet particulièrement apaisant, dépresseur du système nerveux central. Ou le tramadol, pour les patients qui vous disent fibromyalgie, par exemple, pour lequel il n'y a pas de traitement médicamenteux validé, souvent, trop souvent des opioïdes,
qui prennent le tramadol parce que c'est un effet parfois psychostimulant. Et donc, dans la fibromyalgie, il y a une fatigue importante, souvent une dépressivité, voire une vraie dépression. Et ça donne un effet comme ça psychostimulant qui donne l'impression que bah, ça me redonne de l'énergie pour faire ma journée. C'est pas antalgique. En fait. Donc, vous voyez, c'est un détournement. Les patients, ils le font de façon très sincère, évidemment, pour soulager une souffrance. Mais vous voyez comment on peut se sortir de l'indication. Et puis, 65% avaient des symptômes de manque. Donc, c'est des patients traités en chronique. Hein. Et vous voyez, la substance la plus problématique, moi, je m'attendais au tramadol, j'avais un préjugé, c'est la codéine dans cette population-là. C'est la codéine pour laquelle on avait le plus de problèmes. Là, il faut lire à gauche, dans la colonne de gauche, vous avez ceux qui n'ont pas de score de mésusage positif. Et la colonne de droite, POMI 5F, score supérieur à 2, c'est ceux qui ont un score de mésusage positif, donc il y a un repérage positif de mésusage. Pas un diagnostic, mais il y a un problème avec ce patient. Et effectivement, on voit que c'est la codéine qui ressort le plus souvent chez les patients chez qui il y a, on va dire, un mésusage. Donc, c'est à surveiller parce que finalement, on l'avait un peu sous-estimé. Ça marche plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé qu'est-ce qu'on a retrouvé chez ces patients qui avaient un score de mésusage positif avec cette échelle-là? On a retrouvé beaucoup plus de craving, beaucoup plus d'overuse, beaucoup plus de syndrome de sevrage, et puis d'utilisation sans avisée non antalgique, même si ça existe. On n'arrive pas à tous les capter, évidemment, comme avec les échelles, mais ça permet de repérer quand même pas mal. Oui, je vais passer là-dessus, on n'a pas le temps. Douleurs chroniques non liées au cancer et opioïdes. Quelques données encore, et puis après, on aura terminé pour là, quasiment pour la HAS. Rappelez que les opioïdes ne sont pas recommandés pour les douleurs pelviennes chroniques. Névralgie pudendale, par exemple, endométriose, voilà, par exemple, qui sont des douleurs mixtes ou qui évoluent vers des douleurs mixtes, à la fois inflammatoires, par exénocyception et neuropathiques, surtout quand on commence à avoir eu quelques opérations, quelques célios, etc. Il n'est pas recommandé donc, dans les douleurs liées à l'océphalie, ça on l'a déjà dit. Et dans la fibromyalgie, on commence à voir apparaître une littérature avec le tramadol. Mais enfin, je ne l'ai pas surligné. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. C'est vraiment les débuts. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en dans le tramadol et la fibromyalgie, parce qu'on a déjà plein de patients traités au tramadol et à la fibromyalgie. Et franchement, elles ne vont pas très bien, je trouve. Enfin, voilà, en tout cas, ce n'est pas si évident que ça. Il commence à y avoir quelques articles qui disent tramadol peut-être dans la fibromyalgie, mais la recommandation dit si vous voulez mettre du tramadol, ce n'est pas en soins primaires. C'est passer par un spécialiste de la douleur pour qu'il vérifie un peu tout le reste. En fait, c'est mieux. C'est les recommandations de l'art. De 2010. Oui, ouais, mais il y avait, il n'y avait pas de. Voilà. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas de données en evidence-based, il n'y avait pas rien qui pouvait donner ça. Donc là, en revanche, il y a une étude, moi je ne l'ai pas mis là, mais il y a une étude qui pourrait dire quelque chose, mais vraiment, c'est pour ça qu'on a fait rajouter, certains voulaient le mettre, et on a fait rajouter, d'accord, mais ce serait bien que ça passe quand même peut-être par un avis d'expert quand même, parce que sinon on va se retrouver comme la fibromyalgie, c'est une pathologie de douleur nociplastique, donc avec une hypersensibilisation centrale pour laquelle on n'a aucun traitement validé, si ce n'est l'activité physique adaptée, qui est le seul traitement, en fait, qui permet une amélioration. Mais vous imaginez bien que c'est plus compliqué que de prendre une gélule. Eh bien, on se retrouve avec des traitements en AMM, enfin du tramadol. Enfin, il n'est pas en AMM, parce que c'est une douleur. Hein. Après tout, douleur, qu'est-ce qu'on a? Les coprescriptions, oui. Attention aux coprescriptions avec les benzos et les gabapentinoïdes. Ça, on l'a rajouté, parce que la littérature, maintenant, elle commence à être bien claire. Plus vous avez des associations opioïdes, gabapentinoïdes, donc gabapentine, prégabaline, ou avec des benzos, plus vous avez des risques de surdose. Aux États-Unis, ils ont bien expérimenté ça. Grâce à leur crise des opioïdes, ils ont permis de bien démontrer certaines associations particulièrement dangereuses. Et attention à la prégabaline, particulièrement à la prégabaline, plus que la gabapentine. Il faut éviter la prégabaline, plutôt prescrire la gabapentine ou le Neurontin, parce que la prégabaline elle a plus de risques de potentiel d'abus et de dépendance, et elle diminue la tolérance aux opioïdes. Donc, en fait, l'association des deux peut faire réapparaître avec l'opioïde des effets dépresseurs qui avaient disparu en fait avec le temps. C'est une particularité pharmacologique. Ouais. Prégabaline, ouais, c'est ça. Ça c'est publié aussi. Et ils ont vu effectivement des gens qui se faisaient des overdoses, alors qu'ils n'en faisaient pas avec leur opioïde, à qui on a rajouté de la prégabaline, et qui se sont mis à avoir des overdoses, pas forcément mortelles, mais qui se sont retrouvés en surdosage d'opioïdes. Et d'ailleurs, les usagers de drogue ont repéré cet effet-là, et les patients traités par méthadone, parfois, demandent de la prégabaline,
Et en fait, ça permet de ressentir l'effet de la méthadone. Eux, les étudiants de drogue, ils sont dans leur ressenti, ils ont une expérience c'est intéressant de leur demander de décrire parce qu'ils décrivent vraiment les choses comme elles sont cliniquement. Et donc, et après, ça a été démontré et il y a des mécanismes pharmacologiques qui peuvent expliquer ça. On rappelle dans la douleur chronique qu'il faut d'abord établir des objectifs thérapeutiques parce que s'il n'y a pas d'objectif thérapeutique, on ne pourra pas surveiller et on ne pourra pas dire au bout de 3 à 6 mois, on arrête ou on continue. Et ça, c'est un risque. On vous donne ça, on va voir ce qui se passe. Ouais, non, parce qu'il faut leur dire, mais j'attends quand même un certain soulagement. Si je n'ai pas au moins 30% de soulagement de votre douleur, je ne peux pas vous le maintenir parce que derrière, vous aurez plus de risques que d'avantages. Et ça, il faut le dire dès le départ au patient pour qu'il soit informé. S'il n'est pas informé, il ne comprendra pas au bout de 6 mois pourquoi on l'arrête. Bon, voilà un autre arbre décisionnel assez proche de l'autre aussi d'ailleurs, où on surveille les troubles psychiques et repérer les troubles de l'usage. Les effets indésirables des opioïdes, je vous ai remis ça, mais c'est juste pour rappeler qu'on parle souvent de la dépendance et de la dépression respiratoire. Enfin, le premier, vous connaissez sûrement, c'est la constipation. C'est quasi systématique. Sur un traitement de plusieurs semaines, vous avez de la constipation. C'est important parce que les patients n'osent pas toujours en parler. Ça peut être très gênant et ça peut être source de douleur, évidemment, la constipation. Et ça se traite, ça se prévient. Donc, il ne faut pas hésiter. Le tramadol, un petit message à part. Vous allez dire, je ne l'aime pas celui-là, mais je trouve qu'on a plus de problèmes avec celui-ci en termes d'effets indésirables. Et puis, il est très difficile à sevrer aussi, parce qu'il n'est pas que opioïde. Et en fait, il y a aussi des crises convulsives, ça plutôt en surdosage, avec le tramadol, des troubles visuels. Bon, ça peut être gênant, mais ce n'est pas forcément toujours grave. Mais il y a aussi des cas d'hyponatrémie, comme avec les antidépresseurs, qui sont sérotoninergiques, des cas d'hypoglycémie. Ça a été démontré dans des études aux urgences. Les patients qui arrivent avec des crises d'hypoglycémie, des états d'hypoglycémie, et on retrouve plus fréquemment l'association avec le tramadol. Et puis les syndromes sérotoninergiques, quand on l'associe généralement à d'autres sérotoninergiques, les triptans, par exemple, dans le traitement de la crise de la migraine, ou les antidépresseurs, ISRS, ISRSNA, enfin voilà. Alors après, dans la réalité, on voit très souvent des associations, et il n'y a pas de syndrome sérotoninergique. Voilà. Heureusement qu'à chaque fois qu'il y a association, il n'y a pas de syndrome sérotoninergique. Ah oui, il est très prescrit à l'hôpital. Et comme il est très prescrit à l'hôpital, il est très prescrit en ville, puisque l'ordonnance de sortie est renouvelée par raison, bien sûr. Oui, bien sûr. En médecine et en chirurgie. Post-chirurgie. Oui, exactement. Et en ambulatoire, il est même prescrit en ambulatoire avant même la chirurgie, parce qu'il est dans l'ordonnance de tramadol avant d'aller, parce que c'est le principe de l'ambulatoire, il y a déjà un traitement antalgique avant de. C'est assez intéressant le tramadol, parce que c'est l'opioïde, c'est probablement l'opioïde le moins bien toléré. Et c'est le plus prescrit. Donc ça montre, bon, il y a eu aussi une grosse force de vente sur le tramadol, il faut le dire aussi, importante. Et puis c'est pas un stup, c'est une substance vénéneuse. C'est tout bête de dire ça, c'est pas de la médecine, mais c'est réglementaire, c'est tellement plus simple à prescrire. Un médicament qui n'est pas un stupéfiant, pas d'ordonnance sécurisée, renouvelable, au bout de 2 mois, 3 mois. Alors, il y a eu un changement. C'était renouvelable jusqu'à 12 mois, comme toutes les listes 1. Et en fait, la NSM a diminué la durée de renouvellement possible. Maintenant, le tramadol, c'est renouvelable que 2 fois, c'est 3 mois maximum, une ordonnance. Pour obliger, mais 3 mois, c'est déjà long, pour obliger le médecin à réévaluer les choses plus rapidement. Parce qu'il y avait beaucoup d'ordonnances de 6 mois. Le tramadol, 12 mois, c'est rare quand même. Et de 6 mois, il y en avait beaucoup. Pourquoi pour les Ben, non, mais c'est difficile de différencier en fonction de la dose, en fait. Réglementairement, c'est compliqué. Voilà. Ouais. En fait, la question qui a été posée à l'époque à la commission des stupes, il n'y avait pas si longtemps que ça, c'est de dire, êtes-vous d'accord pour que le tramadol relève de la réglementation des stupéfiants pour sa prescription? Ça ne devient pas un stupéfiant, mais relève comme le Stilnox, comme le Zolpidem. Parce que ça fait chuter énormément les prescriptions. Hein. C'est radical. Le problème, c'est que c'est le plus prescrit. Et autant sur le Zolpidem, on se disait, bon, ouais, c'est un traitement normalement aigu, pas chronique, etc. Mais tant mieux, ça va permettre de moins en prescrire et ça a vraiment divisé par plus de 2 les prescriptions. Autant pour le tramadol, on s'est dit, bon, il ne faut pas être naïf. Dans la douleur chronique, les patients, ils vont passer à autre chose. Il va y avoir un report vers une autre molécule, la codéine, par exemple. On va avoir des problèmes avec la codéine. Et surtout, on risque d'avoir une diminution de l'accessibilité aux antalgiques. Et donc, c'est toute la difficulté, en fait. C'est réduire un risque tout en gardant l'accessibilité au traitement de la douleur, qui est quand même un symptôme hyper fréquent. En médecine, la douleur aiguë, c'est un des symptômes les plus fréquents.
Donc, la commission a voté non. En fait. Et plus par rapport au fait de dire on a peur que ça réduise l'accessibilité aux antalgiques. Voilà. Mais dans 2-3 ans, je pense que ça ne revient pas sur le tapis. On avait dit, l'hôpital, je vois bien, c'est il a mal, pas de médicaments. Ouais. On a franchement c'est difficile. Ben, c'est comme le sommeil. La douleur, c'est le sommeil. C'est bon, il y a des réponses tout de suite. Le patient ne supporte pas. C'est comme ça qu'on évalue. Exactement. Ouais. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Après, il faut prendre le temps. Voilà, après, c'est pas gênant de traiter une douleur s'il a mal. La vraie question, c'est après, c'est de surveiller. Moi, je pense que l'enjeu, c'est de surveiller. C'est la durée. Parce qu'en fait, s'il est dans un lit, vous êtes des hospitaliers, il est dans un lit, donc vous avez la caméra dans la main dessus, vous allez surveiller tous les jours, il y a des équipes qui passent. Donc, c'est pas vraiment la surdose qu'on risque. Le problème, c'est plus à la sortie. Quoi. La sortie, c'est est-ce qu'il faut qu'il sorte avec? Et s'il sort avec, je fais l'ordonnance de combien de temps? Je crois que l'enjeu, c'est simple, mais c'est basique, c'est là où ça se joue. S'il sort avec 28 jours, dans 28 jours, il va avoir un renouvellement pour 28 jours. Dans 56 jours, il risque d'avoir un renouvellement pour 3 mois. Et c'est parti. Et s'il a un bénéfice, qui n'est pas le bénéfice sur la douleur, mais un bénéfice quand même, sur le sommeil, sur l'anxiété, parce qu'il a un trouble anxieux, on est passé à côté, etc., on se retrouve avec des gens qui ont 5, 10 ans d'opioïdes, avec une dépendance. C'est pas la majorité, je ne vais pas vous dire, mais c'est ça qu'on veut prévenir. C'est pas l'opioïde qui marche, ça nous va très bien, c'est comme la benzo qui marche. Hein. C'est super les benzos, ça marche. Hein. C'est des très bonnes molécules. C'est pour éviter que ça bascule vers un déséquilibre de la balance bénéfice-risque. Un mot sur la syndrome de sevrage, vous l'avez vu dans les résultats, c'est hyper fréquent, le syndrome de sevrage. C'est intéressant à chercher le matin au réveil, en fin d'après-midi, le patient qui se sent moins bien et qui est soulagé, non pas pour sa douleur, mais il est plus irritable, on le sent plus énervé, il est plus anxieux, etc. Et quand il reprend son tramadol, sa codéine, son oxyde, il va mieux, probablement qu'il soulage un syndrome de sevrage. Et d'ailleurs, sa douleur, c'est plus la même. Il a mal, parce que dans le syndrome de sevrage, il y a une douleur, mais elle est plus diffuse. Alors, c'est un peu une douleur type grippale. Voilà. Et ça, c'est intéressant à repérer, puisque ça veut dire qu'il est en train de développer une dépendance physique, une tolérance aux médicaments. Donc, d'où l'intérêt de passer au format libération prolongée, si vraiment ça va durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, et pas de laisser en libération immédiate. On voit encore des patients qui prennent des libérations immédiates, et en fait, à un moment donné, entre chaque prise, ça ne dure pas assez longtemps. Et donc, dès qu'on passe en libération prolongée, ça va mieux. Quoi. Les couvertures qui est meilleure, du coup, il dort mieux, etc., etc. Donc, repérer ça, c'est plutôt en fin d'après-midi, avant la prise du soir, ou le matin au réveil. C'est assez facile de repérer ça avec 2-3 questions. Là, si vous avez les symptômes du syndrome de sevrage, c'est les mêmes que le syndrome de sevrage à l'héroïne, en fait. Ça s'installe progressivement et ça peut apparaître entre chaque prise. On ne meurt pas d'un sevrage d'opioïdes, c'est très, très inconfortable. Hein. Et si on arrête et qu'on ne prend pas le traitement, ça va durer 7 à 10 jours en général. Les gens ne tiennent pas, ils reprennent quelque chose. C'est là où il faut arriver à différencier la dépendance physique, tolérance, où il faut augmenter les posologies parce que ça marche moins bien. Donc attention, parce que là, on rentre dans un système où on ne sait pas trop où ça va aller. Donc, ça va marcher pour 3 mois, 6 mois, puis après, en 6 mois, c'est qu'il faudrait augmenter. On a des patients qui ont 400 mg d'oxycodone, comme ça. 400 mg d'oxycodone, c'est l'équivalent de 800 mg de morphine. Ils sont nickel. Hein. D'accord. Mais ils ont 400 mg d'oxycodone, quand même. Péros. Syndrome de manque, c'est important hein, parce que ça se corrige. Et puis surtout, syndrome de manque, ça génère une douleur supplémentaire, donc quotidienne. Le craving, c'est plus rare, vous l'avez vu, mais c'est quand même des patients qui, eux, vont être à la recherche du produit parce qu'ils en ont besoin, comme on a besoin d'une clope quand on est fumeur. Ça n'a pas de sens, mais il faut que je prenne mon truc. Il faut que je le prenne. Pas pour la douleur, parce que j'en ai besoin, mon cerveau en a besoin. Le réclame. Je vais passer sur le reste. Une échelle qui existe, mais qu'on n'utilise jamais, comme beaucoup d'échelles, mais c'est intéressant de connaître les notions qui sont repérées dans cette échelle. C'est l'ORT, pour Opioid Risk Tool. En fait, elle permet, avant une première prescription d'opioïdes, d'essayer de repérer la vulnérabilité à développer un trouble de l'usage. Alors, on l'a fait jamais passer, moi je ne l'ai jamais passé. Mais c'est facile de repérer un peu qu'est-ce qui favorise tout ça. Vous avez des antécédents d'addiction à l'alcool, au tabac, pour prendre les deux plus fréquents, mais aussi aux drogues en général, y compris au benzo. Vous avez un antécédent de troubles psychiatriques, troubles bipolaires, troubles anxieux, etc. Pardon. Et vous avez une question plus difficile parfois à poser ou à connaître. Antécédents de violence sexuelle, ces 4 grandes notions-là, on sait qu'elles favorisent les risques de développer une addiction. Ça marche aussi bien pour les opioïdes sur prescription que pour n'importe quelle autre addiction.
c'est les facteurs de risque de développer ça. Donc, s'il y a quelque chose de cet ordre-là qui joue chez un patient, on prescrit le traitement. Ce n'est pas une contre-indication, mais on est plus vigilant. D'accord? Après, il y a des légers, modérés, sévères, on fait un calcul. Moi, sincèrement, je calcule jamais le score. Dans les recommandations, on l'a marqué, mais en réalité, on calcule. En clinique, on fait la clinique, quoi. Donc, voilà. Si vous connaissez ça, vous serez plus vigilant. Si vous êtes plus vigilant, vous prescrirez moins longtemps, vous le reverrez plus rapidement, etc. Mais vous lui prescrirez parce qu'il en a besoin. Et puis, à l'échelle POMI-5F, cela, vous pouvez la récupérer, vous l'aurez sur le diaporama, vous pouvez la récupérer sur le site de l'Observatoire français des médicaments antalgiques. C'est celle qu'on a validée en français, qui a été développée aux États-Unis dans le cadre de la crise de l'oxycodone, uniquement sur l'oxycodone, mais on l'a validée pour tous les autres antalgiques-opioïdes. C'est une échelle en 5 questions qui permet de faire du repérage de mésusages. C'est-à-dire que le patient est déjà en traitement et ça permet de surveiller, en fait, s'il n'y a pas de comportement un peu hors indication. Ce n'est pas un diagnostic. Hein. Il y a 5 questions, elles sont très simples. Là aussi, on ne l'utilise pas forcément, mais c'est pas mal de connaître le sens de ces questions. On cherche à savoir si ils ont pris en quantité plus importante, s'ils les prennent plus souvent, s'ils ont déjà eu besoin de renouveler leur ordonnance plus fréquemment. Ils chevauchent leur ordonnance, ça veut dire qu'ils en consomment plus. On leur demande aussi si quelqu'un leur a déjà dit qu'ils prenaient trop de médicaments. Souvent, c'est le pharmacien ou le médecin qui dit oui, vous ne prenez pas un peu trop, quand même, ça fait pas si longtemps que ça, vous êtes venu me voir, etc. Et puis, est-ce que vous avez déjà ressenti un effet de type je plane ou un effet stimulant en prenant ces médicaments? Les gens, ils vous répondent sincèrement, hein, et voilà, à ces questions, pas de problème. Et si on repère ça, et si on a au moins 2 réponses sur les 5 de positives, on a un questionnaire une échelle qui est positive, ça veut dire qu'on a fait un repérage positif. Certains nous échappent, évidemment, mais la majorité sont repérés. Et là, il faut aller un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qui se passe chez ce patient-là, pourquoi il prend plus. Est-ce qu'il y a des dépendances physiques? Est-ce qu'en fait, il a simplement un traitement qui n'est pas adapté, etc. Est-ce qu'il a vraiment un usage de type addiction? Est-ce qu'il cherche une autre finalité, etc., etc. Il faut aller plus loin dans les questions. Mais au moins, on repère les choses. Ça, c'est une échelle qui est assez simple. Les questions que vous avez, elles sont basiques. Plus souvent, pour d'autres effets. Voilà, on retient ça et on repère les choses. Finalement, surveiller, ça prend 3 minutes. 3 minutes en consultation de soins primaires, quoi, en médecine générale. Alors, la pharmacodépendance aux antalgiques-opioïdes, en une diapo, juste pour vous dire qu'effectivement, la méthadone et la buprenorphine, ça ne sert pas qu'à traiter la dépendance à l'héroïne, je l'ai dit, ça sert à traiter aussi la dépendance aux antalgiques-opioïdes. Nous, on traite beaucoup de patients dépendants. Alors, la majorité, c'est oxycodone et tramadol, ceux qui nous arrivent, mais je pense que ça veut dire peu importe, mais voilà, ça marche très très bien. On peut arrêter. Ils arrêtent du jour au lendemain leur prise de tramadol ou d'oxycodone, mais ils ne sont pas sevrés, parce qu'on substitue, on leur donne de la buprenorphine, par exemple, en première intention, c'est le plus simple à utiliser, et on donne 3-4 mg de buprenorphine, pas forcément des posologies très élevées pour les doses antalgiques, mais pas très élevées par rapport à ce qu'on donne aux héroïnomanes. Et du jour au lendemain, ils arrêtent leur traitement, et puis ensuite, soit ils ont une dépendance uniquement physique, et généralement, on essaie de faire une décroissance progressive sur plusieurs mois, et qui est plus facile parce que la buprenorphine a une demi-vie d'élimination plus longue, donc il n'y a pas de syndrome de sevrage, elle reste accrochée très longtemps comme tous les agonistes partiels, elle a une très forte affinité pour les récepteurs, et puis on essaie de diminuer au minimum, voire l'arrêter, ça prend souvent 12, 18 mois. Soit c'est une vraie addiction, et là, c'est comme quelqu'un qui est héroïnomane, le traitement, il va être au long cours. Il va durer 3, 4, 5 ans, après, il n'y a pas de durée. Souvent, c'est 3, 4, 5 ans, avec des phases d'arrêt, de reprise, le patient en a marre, bref, il y a des... Pour terminer sur les risques, le risque lié aux surdoses, bon, ça, c'est les hospitalisations pour intoxication, je pense, aux opioïdes. On a pris les données du PMSI en France. Vous avez la courbe entre 2000 et 2019. C'est notre dernière mise à jour. Vous voyez qu'on a, alors, il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'il y en a de plus en plus. Ça, c'est en valeur absolue. Le nombre, on a 881 cas, puis 2920 en 2019. Donc, ça a été multiplié par 3. Bon, on a probablement aussi beaucoup mieux coté les séjours dans cette période-là. Donc, il faut être prudent avec ces données de PMSI. Dans les 10 dernières années, la cotation, c'est quand même nettement améliorée. Ça ne tient pas compte des passages aux urgences. Donc là, c'est hospice complète. On n'a pas les données des urgences dans le PMSI. Les données des urgences, il y a moins de 24 heures, elles sont dans une autre base qui s'appelle une base OSCOUR, qui est l'ATIH. Et il faut recruter à part là-dessus. Et vous voyez la méthadone où elle se trouve, héroïne, cotation héroïne, méthadone, opioïdes, sachant que bon, les biais, c'est le même pour tout. Hein. Et probablement que les opioïdes sur prescription, ce n'est pas négligeable. Dans ces cas, il y a très peu de décès, là, parce que là, c'est un hospice, donc on a l'analoxone, on fait une titration d'analoxone dans le chariot d'urgence, normalement, on a ce qu'il faut, l'hôpital
pour ça. Les décès déclarés sur la base CEPIDC, la base INSERM qui recense toutes les causes de décès en France, qui n'est pas exhaustive non plus. Donc c'est intéressant pour regarder la tendance, mais pas pour regarder en valeur absolue le nombre. Vous voyez, là aussi, on a une augmentation des décès avec ces médicaments-là. Alors, il faut dire aussi qu'on ne prescrit plus les mêmes opioïdes antalgiques, on prescrit beaucoup plus d'oxycodone, qui est une substance apparemment plus addictogène. Enfin, ça a été clairement démontré dans les pays qui ont peu trop prescrit. On prescrit beaucoup plus de tramadol, qui lui aussi a des risques de surdose probablement plus importants. Les Écossais l'ont bien remarqué, notamment en Royaume-Uni en général. Donc, vous voyez, on a une augmentation des cas de décès par surdose en France. Mais on est très loin de ce qui serait une crise opioïde nord-américaine. Très, très loin. Qui, eux, ont atteint jusqu'à 90 000 à 100 000 morts par an. Donc, je vous laisse imaginer. Il n'y a que la Covid qui a réussi à dépasser la crise des opioïdes aux États-Unis. La crise des opioïdes qui avait quand même réussi à faire diminuer l'espérance de vie aux États-Unis. Diminuer l'espérance de vie aux États-Unis avec une augmentation fulgurante du nombre d'orphelins dont les parents étaient décédés. Enfin, on n'imagine pas ça en France. On n'imagine pas ça en France avec des camions frigorifiques devant les morgues pour pouvoir mettre les cadavres parce que les morgues étaient saturées pendant des mois et des années dans certaines villes. Alors, on n'est pas là en France. L'idée en France, c'est on se sert de ce qui se passe mal ailleurs, évidemment. On est peut-être plus opiophobes aussi que les anglo-saxons en général. Parce que l'Angleterre prescrit beaucoup d'opioïdes. Et donc, on peut surveiller, on met à disposition l'analoxone en ville, donc pas celle qu'on connaît à l'hôpital, mais des formes en ville qu'on peut prescrire ou qui sont disponibles sans prescription à condition de payer. Donc, en pharmacie, on peut récupérer l'analoxone. Il y a deux formes. Une forme injectable, une ampoule, une seringue pré-remplie pour piquer dans le quadriceps. Normalement, c'est gradué. Bon, à mon avis, dans l'urgence, c'est pas facile de balancer les 4 graduations. Bon, bref, il vaut mieux en mettre trop, pas assez, en naloxone. Ou alors une forme intranasale, en spray comme ça. C'est intéressant parce que le spray s'appelle Nixoid. Mais juste pour l'histoire, Nixoid, c'est un laboratoire qui s'appelle Mondi Pharma qui le commercialise. Mondi Pharma, c'est Purdue. Et Purdue, c'est la crise des opioïdes à l'oxycodone aux États-Unis. Voilà. Et Mondi Pharma propose aussi un traitement de la dépendance aux opioïdes, subsol. D'accord? Oui. Il n'est jamais trop tard pour devenir vertueux. Voilà. Je vous le dis comme ça parce que c'est toujours intéressant. Bon, après, l'analoxone reste analoxone. Voilà. Ça, c'est différent. C'est un peu dense à dire, mais on ne prescrit pas l'analoxone à tout le monde dans la douleur. Parce que sinon, l'analoxone, c'est une substance qui est intéressante parce qu'elle antagonise les récepteurs opioïdes. Elle a un rôle intéressant pour prévenir les overdoses. À la fois l'apparition de l'overdose, parce qu'en fait, vous sensibilisez le patient en lui donnant l'antidote. Ça a été démontré notamment en Écosse, où ils ont mis à disposition ça pour les héroïnomanes. C'est pareil pour les autres patients. En fait, le fait de dire, attention, vous avez des risques d'overdose. Le patient, il prend ça, il dit, oui, mais ça, c'est les autres, moi, je n'ai jamais fait d'overdose, il n'y a pas de problème. Attendez, moi, je vous prescris un médicament, c'est l'antidote des overdoses, vous le gardez avec vous. Si vous allez faire ça, si vous consommez avec des gens, il faut que les gens autour de vous sachent où se trouve ce médicament. Vous insistez là-dessus. OK, vous n'en faites jamais l'overdose, c'est pas grave. Moi, je vous le donne. Puis si quelqu'un en fait dans votre entourage, vous lui sauverez la vie. Ah oui, ça me passe. Moi, sauver avec quelqu'un, ça me passe. Très bien. Vous mettez la naloxone un peu partout. C'est un peu comme les défibrillateurs qu'on pose. On n'attend pas que quelqu'un fasse, on les met, et puis vous sauvez la vie de quelqu'un, alors vous ne savez pas vous en servir, c'est marqué, vous collez, etc. Donc et du coup, ça sensibilise les gens qui consomment des opioïdes au risque, concrètement. Donc ça diminue l'incidence des overdoses. Et le deuxième intérêt de la naloxone ce qu'on appelle la TECOM, qu'on apporte à la maison, c'est de diminuer la mortalité en attendant les secours. Donc, ce n'est pas un traitement de l'overdose en soi, c'est toujours appeler les secours. On appelle d'abord les secours, on dit au patient, et puis on balance la naloxone. Parce que ça diminue la mortalité en attendant les secours. Et puis on hospitalise normalement, parce que si on a une intox à la méthadone, par exemple, le patient il va replonger très rapidement, parce que la naloxone s'élimine très vite. Donc là, il faudra travailler comme on fait de la naloxone en titration et puis en administration répétée à l'hôpital. Bon, ça, c'est ce que je viens de vous dire, mais c'est un schéma de naloxone, mais je ne vais pas vous faire de pharmacologie pour les nuls. Alors, il y a deux formes. Il y a Prénoxate, c'est la forme injectable. Vous pouvez aller la chercher de vous-même, ou les patients peuvent aller l'acheter, ça coûte une vingtaine d'euros, 19 euros en pharmacie, mais vous pouvez vous la faire prescrire et c'est remboursé. Nixoid, c'est uniquement sur ordonnance.
Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité de naloxone supérieure et donc il y a une dose d'exonération. Après, ça rentre dans des trucs réglementaires. On n'a pas pu faire autrement. Nixoïde, c'est forcément sur ordonnance. Et donc, on prescrit à des patients qui consomment trop, qui ont un mésusage, qui ont une dépendance, une addiction, même s'ils ont une douleur. On leur dit, prenez ça quand même. Dites-le à votre mari, à votre femme, à vos enfants qui sont à la maison, qu'il y a ça. Si un jour ils vous retrouvent, vous n'êtes pas bien, dans le coltard, etc., qui vous balance à naloxone. De toute façon, si ce n'est pas une overdose, il ne se passera rien. Donc, ce n'est pas dangereux. Et puis voilà, je termine, j'étais un peu long, je suis désolé, mais bon, vous ferez, prenez-le en photo, puis vous le ferez quand vous aurez le temps. C'est le jeu des 1 ou 2 erreurs. C'est plus le jeu des 7 erreurs. Entre la conéine, la morphine et l'oxycodone, c'est pour vous dire qu'on a tellement innové en pharmacologie de la douleur, vous voyez, avec tous ces médicaments. On a déplacé des groupements méthyle, des groupements hydroxy, pour ceux qui ont des restes de chimie. Voilà, et c'est comme ça qu'on innove malheureusement dans la douleur en ce moment, et c'est ça que le problème de la douleur chronique, notamment la douleur chronique non liée au cancer, c'est qu'on n'a pas d'innovation pharmacologique. Et donc forcément, les opioïdes, à un moment donné, arrivent sur les ordonnances. Et comme ils entraînent des dépendances, ils sont très difficiles à arrêter. Voilà, merci.